Est-ce que tout le monde a une chaise pour s'asseoir? Il en reste 6. Bien. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette église de ma campagne. Nous espérons que vous venez ici de votre plein gré et qu'aucune organisation ne vous force à être présent. Nous sommes heureux de vous accueillir et d'avoir l'opportunité d'oser une parole ensemble avec l'aide de nos 3 grands témoins de ce jour. Eux-mêmes sont venus en toute liberté et ils exposeront leurs opinions sans contrainte. L'actualité politique française. 4 gouvernements en un an, un 5e en rodage à l'heure où on écrit. Notre système dit démocratique semble montrer des signes de faiblesse. Est-ce que cela vient uniquement d'une incapacité des Français à faire des compromis? Non, probablement pas. On peut constater en effet que d'autres régimes dits démocratiques sont ébranlés et mettent en danger la paix dans le monde. Par exemple, de manière tout à fait légale, Donald Trump envoie l'armée dans une ville pour y rétablir l'ordre. Il nomme des juges à la Cour suprême, organe de justice le plus important des États-Unis. Dans ces conditions, le respect du droit est-il un élément indispensable d'une bonne démocratie? Si les gouvernements de nos démocraties peuvent adapter le droit, ont-ils tous l'intégrité suffisante pour faire progresser le bien commun qui leur est confié? Et si ce n'est pas le cas, c'est donc de leur responsabilité si nos démocraties sont malades. Cependant, ne dit-on pas on a les gouvernants qu'on mérite? Ouais, enfin... Et si la responsabilité nous incombait à nous, en tant que citoyens, comment faire pour jouer notre rôle pleinement et en vérité? Suffit-il d'être à l'écoute de tout ce qui nous entoure? Comment faire le tri dans le brouhaha ambiant? Comment prendre la parole sans participer à ce bruit des médias? Il faut donc, bien évidemment, discerner. Discerner l'information de la fake news, discerner l'élan démocratique de l'appel à la haine, de savoir départager le sachant de l'influenceur. Comment éduquer nos enfants pour leur apprendre à savoir faire tout cela? Et pourtant, quand bien même on serait instruit et bien éclairé, avec une parole claire, vers quoi faudrait-il tendre pour améliorer nos démocraties? Quelles sont les valeurs vers lesquelles toutes les communautés d'humains peuvent se tourner? La justice sociale? L'équité? Nous nous adressons donc à vous, mesdames et messieurs. En quoi l'Évangile peut être une ressource pour nous aider à répondre à toutes ces questions? Et pour cela, M. Jean Lounet va nous accompagner et animer cette rencontre. Merci à lui. D'abord, merci à vous d'avoir posé le débat de manière aussi claire. Nous allons donc essayer de réfléchir ensemble sur cette question grave qui est la démocratie et la préservation de la démocratie. Nous allons le faire avec, on va commencer par Madame Marie-Claire Faber, on va commencer par les femmes. Je ne vais pas les décrire parce que je vais leur demander tout à l'heure de se présenter eux-mêmes. Donc avec M. Jacques Millon et avec Guillaume Dezauvry. Je vous propose qu'on organise le débat de la manière suivante. On va commencer, donc, comme je disais, par demander aux 3 intervenants de se présenter. Puis derrière, on va essayer de dresser un petit état des lieux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir si la démocratie est menacée? Et puis, en complément, développer le point qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir en quoi le droit est-il une garantie de la démocratie et est-ce une garantie suffisante? Et puis ensuite, on va venir au cœur du sujet de cet après-midi de réflexion qui est en quoi l'Évangile peut-il nous aider à rendre à nouveau la démocratie désirable? Comment il peut nous aider à reconstruire une démocratie réelle, faite d'écoute, de tolérance et puis de responsabilité de chacun.
Alors, donc, avant les idées, ce qui est intéressant, c'est les hommes et les femmes. Et donc, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter, non seulement en disant ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, mais ce qui a motivé leurs engagements, ce qui, au fond de leur cœur, fait qu'ils sont ici aujourd'hui parce qu'ils ont une expérience d'engagement. Alors, je vais à nouveau commencer par les dames, et peut-être Madame Marie-Claire Faber, si vous vouliez vous présenter et nous dire le sens de votre engagement, en saisissant le micro. Merci. Voilà. Donc, Marie-Claire Faber, vous avez vu sur l'affiche, c'est noté chargée de mission exil et migration pour le diocèse de Charente. Je suis arrivée en Charente il y a un peu plus d'1 an et j'ai été rattrapée par le diocèse il y a un peu moins d'1 an. Sur ce champ-là, c'est-à-dire l'attention à toutes les réalités qui entourent l'exil et l'émigration. Je suis également administratrice à JRS France, donc Jesuit Refugee Service. C'est le service jésuite des réfugiés en français. Mais je suis tombée dans cette réalité il y a 10 ans à peu près, donc à Metz en Moselle. Et bien sûr, ça a été la rencontre de situations que je ne pensais pas croiser en France, notamment des camps sauvages, des gens demandeurs d'asile vivant à la rue dans des conditions sanitaires totalement déplorables, des questions qui se posaient par rapport à, en 2015, fin 2015 notamment, à l'arrivée possible de Syriens. Il y en a beaucoup qui ont préféré l'Allemagne, soit dit en passant. Et puis, j'avais constaté aussi que des gens qui étaient hébergés par l'État, qui donc vivaient en foyer depuis 2 ans, n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer des Français. Alors si, ils avaient rencontré l'assistante sociale, le médecin, voilà. Mais pas de... Voilà, c'était vraiment un isolement de fait et qui m'a interrogée sur la place de la société civile, sur l'engagement citoyen. Voilà. Alors, peut-être Monsieur Mignon ensuite. Alors moi j'ai commencé à découvrir le milieu carcéral pendant mes études. C'est une occasion qui nous avait été donnée de visiter des prisons. Puis ensuite je suis devenu visiteur de prison pendant une dizaine d'années. Et puis à ma retraite, les prisons m'ont rattrapé puisque le diocèse de Paris m'a demandé d'établir à nouveau des liens avec la maison de la santé, c'est-à-dire la prison de Paris, qui est un peu plus connue ces jours-ci, pour d'autres raisons. Et parce que la prison de la santé avait été complètement rasée pour être reconstruite avec des normes plus modernes, plus respectueuses pour les détenus. Et donc aujourd'hui, je m'occupe des liens, mais administratifs, administratifs officiels, je dirais, avec le directeur de la prison, des colis de Noël pour les indigents, c'est-à-dire quand même 250 personnes sur 1200, ça fait une belle proportion. Donc des gens qui n'ont ni famille ni argent. Et puis on s'occupe de donner des vêtements aux détenus et enfin de l'accompagnement des détenus étrangers ne parlant pas le français à leur sortie de la prison. Et puis par ailleurs, je me suis investi dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul en créant une conférence de Saint-Vincent-de-Paul à Suresnes, où j'habite maintenant, et donc en découvrant la spiritualité des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, c'est un peu un lien avec la deuxième partie de notre réunion, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée n'est pas de résoudre tous les problèmes sociaux, mais dans une approche justement évangélique, de premièrement donc connaître l'évangile et dans un second temps se tourner vers les pauvres en tant qu'à travers les pauvres nous rencontrons le Christ, mais sans espérer en rien résoudre tous les problèmes de la société. Voilà. Guillaume Dezonnet. Merci. Donc moi je suis enseignant en philosophie à Metz. Après j'ai divers engagements. Il se trouve que j'ai été aussi visiteur de prison. Maintenant j'enseigne un petit peu en prison à Metz aussi. Et après je suis membre de plusieurs associations, en particulier le CCFD Terre Solidaire et une toute petite association qui s'appelle Parole Populaire qui fait de l'éducation politique dans le quartier où je vis. Et je dirais
on va dire, le cœur de l'engagement, c'est surtout l'éducation politique, la formation politique et l'idée d'aider, on va dire, la société civile à prendre en charge des questions structurelles. Et comme tu demandais un peu on va dire le sens de cet engagement-là, je dirais que pour moi, le sens, c'est d'avoir été frappé par les critiques adressées soit à la charité, soit au colibrisme, c'est-à-dire les critiques de ceux qui disent les petits gestes ne suffisent pas. Et donc c'est vrai, si voilà, on aime son prochain en faisant des petits gestes, ou si on fait une initiative de qualité, c'est très bien, mais ça n'empêche que comme énormément de causes de problèmes sont structurels, en fait il faut passer un peu l'étape supérieure. Moi c'est ça qui m'a saisi, l'idée qu'il faut comprendre les structures et construire des structures meilleures, et donc pour ça faire de la politique d'une manière ou d'une autre. Alors, puisque on va rentrer dans le vif du sujet et donc se poser la question de qu'est-ce qui peut nous amener à penser que la démocratie est ébranlée, et puisque tu avais le micro, je te propose, et que tu as évoqué la formation politique, c'est en plein sujet, qu'est-ce qui, dans ce que tu observes aujourd'hui, t'incite à se poser cette question que la démocratie pourrait bien être en danger? Beaucoup de choses. Mais je vais partir par des constats vraiment de base, à savoir les baromètres de confiance dans les hommes politiques. Donc en gros, en France, on est à peu près à 20% de personnes qui déclarent faire confiance dans le personnel politique, et il y a une abstention massive, ce qui fait que voilà, on constate que globalement, il n'y a pas grand monde qui croit vraiment au système représentatif. Donc au-delà de la France, les régimes non démocratiques sont en explosion un petit peu partout. Et en France, il y a des propositions aussi montantes de régimes peut-être non démocratiques, en tout cas si le RN arrive au pouvoir et qu'ils font un référendum et qu'ils le gagnent, probablement ils vont pouvoir passer à un régime moins démocratique. Par exemple, Marine Le Pen parfois dit dans ses meetings « Votez pour nous, on s'occupe de tout », ce qui est la phrase typiquement antidémocratique par excellence. Si j'élargis un petit peu la focale, il y a beaucoup de questions qui se posent. Premièrement, c'est pas certain qu'un régime représentatif soit un régime réellement démocratique. C'est-à-dire, par exemple, pendant la Révolution française, la BCIS disait il faut qu'on choisisse le régime représentatif pour éviter le régime démocratique. Alors, c'est un peu bizarre pour nous, puisque pour nous, démocratie veut dire démocratie représentative. Et son idée était la suivante, c'était de dire un régime démocratique, ça voudrait dire de la démocratie directe, donc de la participation perpétuelle des citoyens au pouvoir, alors qu'un régime représentatif, c'est une délégation. On est des représentants, ils s'occupent après de la vie politique, et puis tous les 5 ans, on recommence, et entre-temps, on fait rien. Et donc, le régime représentatif, déjà, n'est peut-être pas un régime complètement démocratique. En tout cas, s'il n'y a que le régime représentatif, sans des éléments de démocratie directe et sans des éléments de démocratie participative, pour moi, ça ne s'appelle pas vraiment démocratie. Et au-delà de ça, il y a une autre critique qui a été adressée plutôt par les marxistes à la démocratie, qui était de dire on a démocratisé en partie la politique, mais pas le travail. On n'a pas démocratisé l'économie. Dans l'économie, on est toujours dans un régime de type plutôt autoritaire. C'est-à-dire, en gros, celui qui a l'argent décide de ce qu'on produit et de comment on le produit, et c'est pas décidé collectivement. Et donc, pour moi, même notre régime représentatif classique, déjà, est loin d'être une réelle démocratie pour 2 raisons. Il n'est que représentatif, et c'est que la politique et pas l'économie qui a été démocratisée. Donc déjà, on est très loin, à mon avis, d'une démocratie complète. Et en plus de ça, le régime représentatif français, pour prendre que celui-ci, est réellement abîmé parce qu'il y a eu une liste, on va dire, de dénis de démocratie qui ont été commis par nos représentants. J'en cite quelques-uns, mais je dirais, pour commencer, peut-être le référendum portant constitution pour l'Union européenne qui a été refusé et puis finalement appliqué d'une autre manière, qui a créé un traumatisme dans ce pays. Il y a eu des grands éléments de démocratie directe qui n'ont pas été écoutés. Je prends par exemple les Gilets jaunes, qui n'ont pas été réellement écoutés. Les grandes manifestations contre la réforme des retraites qui n'ont pas vraiment été écoutées.
il y a eu des pratiques antidémocratiques à l'intérieur de la démocratie représentative, donc un usage massif de 49.3 en série par exemple. Il y a eu des propositions de démocratie participative, mais qui n'ont pas été écoutées. Donc on a fait des conventions citoyennes sur le climat, sur la fin de vie, qui étaient très intéressantes, mais qui n'ont pas du tout été appliquées dans la réalité. Et donc, au fond, cette liste on va dire, déni-démocratie, ça produit très logiquement un sentiment que, bon, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, et donc, logiquement, après, il y a abstention et absence de foi aussi dans la possibilité que ce régime fonctionne. Voilà, je dirais. Merci, c'est très complet. Marie-Claire Faber, vous pouvez rajouter quelque chose? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de démocratie, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée quand j'ai commencé à croiser la réalité des personnes déplacées. En gros, ça n'intéressait pas grand monde. Alors, ça n'intéressait pas grand monde dans la société civile, et puis dans les paroisses. Grand sentiment de solitude. Grand sentiment de solitude. Et je me suis aussi interrogée au regard de notre devise républicaine. Je me suis dit, il y a quand même fraternité qui est écrit au fronton de nos mairies, et en fait, comment ça s'inscrit dans la réalité? Est-ce que tout ça, c'est juste des bonnes intentions, mais comment on va le traduire? Comment on va le rendre effectif? Ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est d'assister depuis 10 ans où je suis sensible à cette question-là, à une évolution de l'attitude par rapport aux questions migratoires qui devient de plus en plus tendue. Au départ, il y avait, ce que j'ai croisé davantage, je dirais, un silence poli, une certaine réserve. Et puis cette réserve, elle s'est un peu dissoute, il y a des manifestations d'opposition un peu plus nettes. Et puis, pour illustrer ça, je prendrais bien volontiers l'exemple du directeur actuel du service jésuite des réfugiés, qui, chaque année, va dans des établissements scolaires. Il va notamment au lycée Franklin à Paris, qui est un grand lycée jésuite tenu par des jésuites, pour présenter l'action du service jésuite des réfugiés. Et là, il est devant plusieurs classes de terminale qui ensuite se réunissent en carrefour. Des professeurs et des parents animent ces petits carrefours. Et là, ensuite, des animateurs viennent le voir à la fin en disant écoutez, comment on fait? On a vraiment eu face à une opposition clairement exprimée de jeunes qui d'ailleurs avaient été en fond de salle, mais assez bruyants pendant toute la partie conférence. Et disant, on a eu des jeunes qui nous renvoyaient le fait qu'ils ne voyaient pas ce que cette parole avait à faire dans un établissement catholique. Donc, les jésuites parlent aux jésuites quelque part, mais non, ça passe pas. Et quelque part, en ayant des positions extrêmement tranchées du style, mais ce qu'on a entendu aujourd'hui sur les réfugiés, c'est la position de LFI. Vous voyez, on parle de polarisation aujourd'hui dans la société et ça devient extrêmement difficile de se retrouver en société et de dire écoutez, j'ai un petit engagement dans le service jésuite des réfugiés et là, service jésuite ça passe et puis réfugiés ça coince. Jacques Millon, de votre point de vue d'ancien haut fonctionnaire, vous avez un poste d'observation intéressant sur notre société. Je dirais déjà que notre Constitution, elle dit beaucoup de choses, malheureusement. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Français l'aient lu. Et notamment, la Constitution dit que toute personne qui est réfugiée, donc, justement, a droit à être accueillie. Hein, c'est en toutes lettres. Alors, la phrase, où est-ce que je l'ai c'est un article du préambule de la Constitution, je l'avais marqué, mais je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, donc nous sommes en démocratie, contrairement à ce qu'on nous dit. Et la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, avec un suffrage universel égal et secret, je crois qu'on remplit toutes ces conditions, et avec principe d'égalité entre les citoyens et du pluralisme.
Le problème en France, c'est qu'on a un système qui est tellement centralisé, et quoi qu'on en dise, la décentralisation qui a eu lieu il y a maintenant plus de 40 ans n'est pas réellement une décentralisation, que effectivement on a le sentiment que tout se passe à Paris, ce qui n'est pas complètement un sentiment, c'est une réalité, et du coup une vision totalement déformée des choses, parce qu'on ne les voit pas de près, on ne comprend pas comment ça marche, etc. Donc tant qu'on n'aura pas en France un système, peut-être allant jusqu'au système fédéral, mais un système vraiment décentralisé, c'est-à-dire que les collectivités locales d'une taille raisonnable ont un véritable pouvoir de décision dans un certain nombre de domaines, décision définitive, où l'État ne peut pas y mettre son nez, et du coup, les personnes, les citoyens, verront localement la réalité de la démocratie. Aujourd'hui, on ne voit qu'une démocratie nationale par la télévision ou la radio. Et donc une démocratie qui n'est pas la réalité, d'ailleurs, parce qu'on ne voit que le Parlement dans ses séances globales, générales, et on ne voit pas l'énorme travail qui est fait tous les jours au Parlement dans les commissions qui ne sont pas télévisées, et qui est un travail de fourmi extrêmement minutieux, extrêmement sérieux, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment un gros problème sur qu'est-ce que c'est la réalité de notre démocratie en France. Donc, d'une part, bien connaître ce qui se passe, et d'autre part, effectivement, réaliser cette énorme concentration bien traditionnelle en France, mais qui aujourd'hui, notamment par le numérique, a atteint un niveau qui est beaucoup trop fort, et alors que nos régions, nos départements, nos communes ont, pour une large part, perdu leurs compétences si elles en avaient eu, ou ne les ont pas en fait, même si en apparence elles les ont. Voilà. Je crois que c'est très important de réaliser ça, et à partir de ce moment-là, on n'a plus le même jugement sur ce qui se passe au niveau central, qui malheureusement est la seule façon dont nos citoyens voient fonctionner la démocratie. Alors que la démocratie, c'est d'abord la démocratie communale. Si chacun veut aller voir comment c'est public, donc allons voir comment marche un conseil municipal, le dévouement des maires, le dévouement des conseillers municipaux. Là, on verra ce que c'est que vraiment la beauté d'une démocratie. Et on n'aura pas ces jugements a priori, uniquement fondés sur des partis nationaux qui ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts d'une démocratie locale, réelle, d'engagement, de respect des individus, etc. Alors, on reviendra tout à l'heure sur justement comment imaginer de nouvelles formes d'organisation, mais un des sujets qui préoccupait beaucoup le groupe Oser une parole dans son travail de préparation était le rapport entre démocratie et droit, et donc est-ce que le droit est de nature à garantir donc le bon fonctionnement de la démocratie, et par ailleurs, est-ce qu'il suffit à le garantir? Donc, puisque vous avez le micro, Jacques Millon, est-ce que vous pouvez donner votre point de vue sur ce sujet? Tout dépend comment on lit les choses. Tout à l'heure, justement, je voulais faire référence à l'article que j'avais sous les yeux, mais enfin bon, sur toute personne qui est poursuivie pour ses opinions. Donc, par définition, les réfugiés font partie de ces personnes-là très souvent, a le droit d'être accueillis. Donc, c'est marqué dans la Constitution. Donc, je veux dire que quand aujourd'hui on se permet de dire qu'il ne faut pas aider les immigrés, parmi les immigrés, il y a énormément de gens qui sont poursuivis par leurs opinions et qui justement fuient leur pays à cause de ça. Des gens qui viennent d'Afghanistan, qui viennent d'Iran, qui venaient de Syrie jusqu'à présent, etc. C'est des milliers et des milliers de gens. Et donc ils ont un droit constitutionnel à franchir notre frontière librement et à être accueillis chez nous. Donc c'est vraiment important déjà de le savoir. Je crois que très très peu de gens le savent. Ils ne diraient pas les mêmes choses. Donc notre droit, c'est un droit extrêmement développé, justement. Donc, alors après, on parlera tout à l'heure d'évangile, mais enfin, il y a aussi l'évangile n'arrête pas depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau à nous dire qu'il faut accueillir non seulement la veuve et l'orphelin, mais aussi l'étranger. C'est une répétition depuis, je pense, le premier verset jusqu'au dernier. Donc si aujourd'hui on commence à dire
l'étranger, non, c'est marqué noir sur blanc. Je m'excuse, mais, voilà, donc ça, je crois que c'est des choses très importantes. Alors, pour revenir au droit, le droit ne fait pas tout, et le droit est réformable. Donc notre droit français, pour des raisons traditionnelles, qui datent des rois probablement, hein, est très centralisé. Aujourd'hui c'est malheureux, parce que du temps de Louis XIV, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, etc. Donc il n'y avait pas les mêmes réactions. Et simplement le fait que les transports physiques ne soient pas aussi rapides qu'aujourd'hui, faisait qu'un intendant en province avait une infinie... était très très libre de faire ce qu'il voulait. Le roi lui rendait visite peut-être une fois dans sa carrière de roi. Donc aujourd'hui c'est totalement différent. Tous les jours, Paris sait exactement ce que fait chaque président de conseil régional, chaque président de conseil départemental. Donc c'est ça qu'il faut adapter pour fondamentalement permettre l'exercice démocratique au niveau d'une mairie, au niveau du département, au niveau de la région. Et à ce moment-là, tout le monde ne regardera pas uniquement le Parlement. Hein. Sans oublier qu'au Parlement, il y a 2 chambres, et très très peu de gens s'intéressent à ce qui se passe au Sénat. Or, le Sénat travaille très à fond, beaucoup plus calmement la plupart du temps, que ne le montre le Parlement, que le montre l'Assemblée nationale. Je crois que tout ça, c'est des éléments qu'il faudrait arriver à diffuser. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'instruction civique, mais qui n'existe pas vraiment en France. Moi, je l'ai constaté quand j'ai fait mon service militaire. J'avais eu ce qu'on appelait à l'époque le peloton d'instruction, et j'avais fait des cours d'instruction civique aux jeunes, que c'était prévu par le programme. C'était affolant. Les enfants ne savaient même pas ce que c'était qu'un élu, qu'est-ce que c'était qu'un sénateur, qu'est-ce que c'était, etc. Donc, évidemment, si on ne sait pas les rudiments du fonctionnement de notre État, c'est facile de le critiquer, c'est sûr. Pour jouer, il faut connaître la règle du jeu. Marie-Claire Faber. Alors là, j'aurais juste envie de repartir un peu de la Déclaration des droits de l'homme, si on parle de droit, parce qu'il s'agit bien de tout ce qui peut concourir à la dignité de l'homme. Et pour vivre dignement, il faut déjà pas dormir dehors, il faut avoir un toit, et c'était le contraire de cette réalité-là que j'ai vue. Et donc, je vais être très concrète, hein, pour partir de l'action qu'on a pu conduire à Metz, j'ai été à l'initiative d'une antenne JRS Welcome, dont le cœur de l'action était d'abord l'hospitalité, l'accueil des familles. Donc au départ, le réseau s'est assez vite monté jusqu'à 80 familles d'accueil qui, pour un temps limité, recevaient chez elles une personne sans proposition d'hébergement de la part de l'État. Donc je ne pensais pas qu'on allait qu'on allait faire le tour du monde en restant en Moselle, quelque part. Ça a été vraiment cette réalité-là. Et donc parfois je me suis dit, mais cette déclaration des droits de l'homme, de laquelle on se regorge un peu, mais qu'est-ce qu'on en fait aussi concrètement? Et puis, puisqu'il s'agissait de personnes en demande d'asile, on avait regardé un peu de près le parcours administratif d'une personne en demande d'asile. C'était simple, il y avait une feuille avec des petites flèches, telle situation, elle obtient, oui, non, alors on passe à la case suivante. Je me suis dit, c'est simple, j'ai compris, c'était en une page à 4. Et puis dans la réalité, c'était pas simple. J'ai été surprise de constater combien dans un état de droit, je pouvais découvrir des situations de non-droit. On a eu à un moment donné un secrétaire général à la préfecture qui avait cette approche assez intéressante en disant voilà, je vais vous rencontrer, je souhaite rencontrer les associations qui s'occupent de l'accès au droit au niveau de l'hébergement, de la santé, de la formation, etc. Parce qu'il faut qu'on puisse traiter ensemble des irritants, c'était son terme. Les irritants, c'est ce qui devrait bien se passer, qui ne se passe pas bien. Je peux vous assurer que la liste des irritants, on aurait aimé pouvoir à un moment la solder en se disant c'est bon, mais on n'y arrive pas. Les situations de non-droit, j'aurais tendance un peu à les évoquer sur 3 registres différents. La première, c'est un petit peu
les freins, tous les obstacles du quotidien qui sont démultipliés pour des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française. Et puis, dans leur contact notamment avec les administrations, mais tout le monde sait que c'est jamais simple. Mais là on a franchi parfois les caps de choses très difficiles à partir de réalité. J'allais dire, une personne qui doit changer son adresse auprès du service des étrangers en préfecture et qui n'y arrive pas, ça veut dire des documents ou des convocations non reçues en temps et en heure, et ça veut dire qu'elles sortent littéralement du cadre de droit dans lequel elles devraient être. Et là, c'est pareil, la liste est longue. Hein, parfois, je me souviens de personnes qui devaient juste faire un duplicata de leurs documents, leur récépissé de demandeurs d'asile, et ils y vont une fois, non monsieur, on ne fait pas de duplicata. Une deuxième fois, non monsieur, on ne fait pas. La troisième fois, il se fait accompagner. Et la personne au guichet dit, bon allez, cette fois-ci je suis de bonne humeur, je vais vous le faire. Vous voyez, ça c'est les situations courantes du quotidien. Deuxième catégorie de situations, c'est ce que j'appellerais gentiment les erreurs administratives. Je vous donne aussi un exemple. Une personne qui se trouve indûment déclarée en situation de fuite. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans des explications détaillées, mais en gros, elle a eu à signer une fois par semaine au commissariat pendant un temps qui correspond à une assignation à domicile, ce qui est très intéressant quand on vit dans la rue, l'assignation à domicile. Elle était censée recevoir une convocation pour un retour dans le premier pays où elle avait laissé ses empreintes pendant ce temps. Et là encore, elle avait été accompagnée à chaque rendez-vous hebdomadaire. Nous savions qu'elle n'avait pas reçu cette convocation et on avait en face une administration qui nous disait « mais si, monsieur l'a reçu, il est donc déclaré en délit de fuite ». Donc là, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais bon, on a fait des choses. Et puis, j'ai envie de parler de cette situation, je crois que tu en avais entendu parler, Guillaume. Ça date du début, fin 2024, début 2025. Ça s'est passé en Moselle, mais ça a eu un retentissement un peu dans les informations au niveau national. Il y a eu une jeune fille qui était scolarisée dans un collège et qui a été interpellée par les forces de l'ordre au sein de son collège dans le cadre d'une mesure de reconduite à la frontière de sa famille. Or, c'est strictement interdit par la loi. Et là, il y a eu vraiment une mobilisation locale des associations, de parents d'élèves, des syndicats, de tout le réseau associatif, des associations de solidarité messine, et c'est remonté au niveau national. Et comme ça, on a pu entendre sur les chaînes nationales que certes, le directeur de l'établissement n'était pas au courant, mais la gendarmerie n'était pas au courant non plus. Le responsable national de la gendarmerie a fait ses excuses à l'antenne. Et puis, je suis désolée, la préfecture non plus n'était pas au courant. Ça fait beaucoup de gens pas au courant. Et voilà, ça fait vraiment partie des choses où voilà, une petite mobilisation permet parfois de mettre le doigt sur des situations de non-droit. Voilà. Donc peut-être face à ces exemples que vous donnez de manière un peu rapide, parce qu'on arrive on a déjà un peu dépassé le temps qu'on avait prévu sur cette partie, le regard du philosophe par rapport à ces situations. Même un petit peu plus large sur on va dire, relation entre droit et démocratie, c'est vraiment une question très très compliquée en vérité, et parce que c'est à mon avis la question de la souveraineté, c'est-à-dire de la capacité légitime à écrire la loi. En fait, c'est ça la question, qui peut écrire la loi, qui est légitime en fait pour dire quelle doit être la loi. Et on va dire les théoriciens de la démocratie moderne, à commencer par Jean-Jacques Rousseau, son idée était la suivante, c'était de dire le souverain, c'est-à-dire le prince, pour l'instant est considéré comme pouvant écrire la loi, ceci est illégitime. Le souverain n'est pas souverain. Et l'idée de Rousseau, c'était de dire, vu que la loi s'applique sur un peuple, c'est le peuple lui-même qui est le souverain. Là, il a fait une sorte d'inversion, et non pas le prince.
Et donc, on va dire, on vit dans ce concept-là de souveraineté du peuple, souveraineté populaire, de dire, bon voilà, normalement, c'est le peuple qui est légitime à dire ce que doit être la loi qui s'applique sur lui-même. Donc le peuple est à la fois le chef et le sujet, le souverain et le sujet en même temps. Ce qui est, bon, c'est un peu bizarre comme idée, mais c'est intéressant. Et la démocratie moderne, normalement, c'est ça. Mais imaginons que le peuple, du coup, choisisse un représentant et que le représentant s'émancipe de ce cadre-là et écrive une loi pour dire, bah, finalement c'est moi qui suis de nouveau le souverain. C'est possible. Donc, pour ça, on comprend qu'il faut écrire des lois qui limitent les possibilités d'écrire certaines lois. C'est-à-dire, en gros, pour que la loi existe et ne sorte pas de son cadre démocratique, on est obligé de faire des lois plus solides qui organisent l'écriture elle-même de la loi. Et c'est en fait la Constitution, en gros. La Constitution démocratique, c'est écrire un cadre d'organisation de l'écriture de la loi. Ce cadre-là, qu'on appelle État de droit, son but principal, c'est d'éviter que quelqu'un privatise la souveraineté, en fait, d'éviter que quelqu'un s'empare de la possibilité d'écrire la loi à la place des autres. Donc, par exemple, on coupe le pouvoir en morceaux, on va dire. Le gouvernement, il ne peut pas écrire toute la loi, il faut que ce soit plutôt le Parlement qui l'écrive. Et puis, on va mettre des juges pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi, etc. On va mettre un cadre, on va mettre une presse libre pour pouvoir critiquer le pouvoir s'il fait n'importe quoi, etc., etc. Donc tout ce cadre-là, ben, il est forcément un peu rigide. C'est-à-dire qu'il y a besoin un peu d'un cadre de loi, de limitation du retour de l'arbitraire. Donc maintenant, le petit souci, c'est est-ce que ce cadre est assez solide? Et est-ce que, par exemple, quand je disais le référendum du Rassemblement national, le fameux référendum, si un jour il gagne les élections, c'est un référendum qui visera à modifier la Constitution, pour modifier l'état de droit, pour augmenter les pouvoirs de l'exécutif, pour qu'il puisse prendre... Donc en fait, il est possible que la démocratie se retourne contre elle-même. C'était le titre d'un article de Marcel Gaucher, que la démocratie produise une sortie de la démocratie. C'est possible. Actuellement, le gouvernement américain attaque son propre état de droit. C'est-à-dire c'est un État qui attaque son cadre en vue de rendre ce cadre moins démocratique et d'augmenter le pouvoir. L'État français lui-même est plutôt dans une tendance à augmenter le pouvoir de l'exécutif avec le temps, notamment en utilisant les lois antiterroristes. C'est-à-dire par les lois antiterroristes, l'exécutif a augmenté son pouvoir, la police a augmenté son pouvoir, etc., sous prétexte de quête de la sécurité. Donc en fait, on est dans une dynamique un petit peu comme ça. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Russie, on n'est pas la Hongrie, mais on pourrait devenir. Donc voilà, je pense, ce que j'avais. Merci beaucoup. Alors peut-être Marie-Claire Famer, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de notre conférence de ce soir, qui est en quoi l'Évangile peut nous inspirer pour réfléchir sur ces questions de la démocratie et de la manière dont elle doit fonctionner. Et le groupe de travail avait posé comme premier principe l'importance de la parole et de l'écoute. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? En gros, où est la limite de la parole qu'on prend et de l'écoute qu'on doit avoir? Alors, je peux choisir une troisième option? Ah, vous avez parfaitement le droit. On est en démocratie. Pour moi, avant parole et écoute, il y a regard. Il y a quelque chose qui est très interpellant dans toute la Bible et les évangiles, c'est quel regard on porte vers les situations de ceux qui sont privés de santé, privés d'existence, privés de... et pour moi, ça, c'est quelque chose qui me taraude. C'est comment on garde les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous, comment on ne se dérobe pas à ces réalités qui concernent ceux qui sont avec qui on partage le même territoire de vie. Donc c'est vraiment alors je pense à ça parce que ça me paraît tout d'un coup évident, mais le regard, je pense à la parabole du bon samaritain.
Hein, il y a ceux qui détournent le regard et celui qui ose regarder. Est-ce qu'on va faire partie du groupe qui détourne le regard ou est-ce qu'on va faire partie du groupe qui osons regarder? Déjà, avant oser une parole, oser un regard, c'est déjà le préalable à une rencontre. Parce que dans ce que j'évoquais de ces réalités qui entourent l'exil et l'émigration, ça a été d'abord, effectivement, à la suite du regard, des histoires multiples de rencontres. C'est tout. Jacques Millon, la parole, c'est aussi l'arme des hommes politiques. C'est avec ça qu'ils convainquent. Et donc, ils savent bien parler. Est-ce qu'ils savent écouter? Je crois que ça fait partie, dès qu'on dirige, dès qu'on anime des structures, il faut d'abord écouter avant de parler. Je crois que c'est la première chose. Il faut comprendre, il faut aller à proximité des gens pour les écouter. Je crois que ça fait partie vraiment des choses élémentaires. Sinon, effectivement, on va parler dans le vide. Voilà, c'est trop facile, je vais presque dire. Je voudrais simplement revenir un tout petit peu, pardonnez-moi, sur ce qui a été dit par, alors je ne sais plus le prénom, Guillaume. Il faut quand même revenir un tout petit peu, je le ferai très rapidement, à la réalité qui est qu'en France, nous avons un système organisé, démocratique, qui est susceptible de très très bien fonctionner. Et ce n'est pas parce qu'on traverse une période plus secouée, pour différentes raisons, je ne vais pas les détailler, mais qu'on n'est pas dans une belle démocratie. Hein, franchement, alors, après, il faut savoir bien la faire fonctionner. Donc, à nous d'être conseillers municipaux, à nous d'être maires, à nous d'être conseillers départementaux, à nous d'être membres de conseil régional, etc. C'est ça aussi, hein, c'est qu'il faut non seulement regarder les institutions, mais il faut éventuellement les faire fonctionner en y participant. Et s'il y a un certain nombre de personnes qui ne vous correspondent pas dans tel ou tel organisme, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas présenté. Hein, ou je ne me suis pas présenté. Donc, je crois que c'est important de se mettre dans cette position, de dire je vais peut-être me porter candidat, il y a des élections qui approchent, est-ce que je ne dois pas, moi, en tant que chrétien, me porter candidat? Sinon, c'est trop facile de toujours critiquer les autres. Si les personnes que nous critiquons sont dans ces postes-là, ben c'est bien qu'elles ont pu y être. Qu'est-ce que, dans vos souvenirs, Jésus dit de cette nécessité de l'engagement personnel? On va me poser une colle, je ne sais pas la Bible par cœur. En tout cas, ce que je sais, je reprends rapidement, effectivement, l'évangile du bon samaritain. Je rappelle que dans l'évangile du bon samaritain, la conclusion, c'est « Mon prochain, ce n'est pas celui que je choisis, c'est celui qui est mes proches. Hein, donc, je ne le choisis pas, par définition. Hein, c'est ça qui est important, alors que la parabole a été très très souvent inversée en disant « Je vais m'occuper de mes proches ». Non, c'est pas vrai. C'est celui qui est proche, celui sur lequel je tombe dans la rue. Et ça peut être effectivement quelqu'un que je n'ai pas du tout choisi, qui sera effectivement un immigré, qui sera un réfugié, qui sera, etc. Un prisonnier, voilà. Donc, mais ce que je crois que l'Évangile nous fait connaître, et ensuite l'expérience, c'est que chaque fois que l'on rencontre un détenu, que l'on rencontre quelqu'un dans la rue, un SDF, que l'on rencontre un étranger, eh bien, on est transformé par cette rencontre. Je crois que c'est ça qui est très important, et qu'on est toujours ébahi. Enfin, moi, personnellement, c'est l'expérience que j'ai. Chaque fois que je rencontre un détenu, on est ébahi de ce que l'on reçoit de cette personne, qui visiblement, enfin, c'est pas qu'une vision au sens mauvais du terme, est le Christ sur terre, pour soi. Je crois que c'est ça dont il faut témoigner, c'est que chaque fois qu'on rencontre des gens dans la grande difficulté, c'est au minimum ces personnes, comme disait, vous connaissez sûrement la phrase de Saint Vincent de Paul, auquel s'adresse une religieuse qui assistait à la messe dite par Saint Vincent de Paul. Et la religieuse lui dit « Père, je suis obligé de m'en aller, je dois aller soigner un malade. »
Et Saint Vincent de Paul lui répond, mais ma sœur, vous ne quittez pas la messe puisque vous allez voir le Christ. Et moi, cette phrase, elle m'a profondément marqué. Je pense qu'elle doit marquer tout chrétien qui, à partir de ce moment-là, a une position différente par rapport à toute personne en difficulté. Guillaume? Alors j'ai bien entendu la proposition de Jacques Millon pour me présenter à des élections, on verra ce que j'en ferai. Mais par ailleurs, je suis au fond d'accord. Je pense que dans les institutions françaises, il y a beaucoup d'institutions qui sont assez fonctionnelles et qu'il faut surtout les investir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je perçois des dangers, mais tout n'est pas. J'espère ne pas être dans une posture exclusivement critique. Mais en fait, je me dis, quand on pense démocratie, généralement on ne pense pas à l'évangile. C'est vrai qu'on pense plutôt à Athènes qu'à Jérusalem. Clairement, on pense à la philosophie grecque comme origine de la démocratie. Et pourtant, et c'est aussi compréhensible parce que l'évangile n'est pas un texte législatif, c'est pas un texte qui décrit des systèmes de droit, etc. Pas du tout. Et pourtant, quand on regarde le mot, vu que c'est peuple et pouvoir, en fait, ce sont deux thématiques omniprésentes dans les évangiles. À commencer par le pouvoir, parce que les évangiles commencent par Noël, c'est-à-dire par le fait qu'un roi soit proclamé à l'endroit où il y a déjà un roi. Donc ça parle de pouvoir dès le tout début, et Hérode est en colère, puisqu'il est le roi d'une localité où il apprend qu'il y a un autre roi qui est né. Et en fait, ça commence directement dans un débat sur la nature du pouvoir. Et clairement, on sent qu'il y a deux formes de pouvoir. Et une critique très forte dans l'Évangile, une certaine forme de pouvoir, de celle de Hérode, du pouvoir qui est fondé sur la possession des moyens de violence, en fait. Hérode possède les moyens de violence, il peut faire sa volonté avec ses moyens, et donc, par exemple, il va massacrer des innocents. C'est-à-dire, c'est évident que c'est un acte illégitime, c'est un acte qui ne respecte pas la souveraineté populaire, ça c'est clair. C'est un acte terrible, mais que seul le pouvoir permet. Et du coup, le pouvoir du Christ à côté est ridicule. C'est un enfant sans moyen de pouvoir, sans moyen de violence, sans moyen de contrainte, aucun moyen de contrainte. Pourtant, on dit qu'il est roi. Mais du coup, quel genre de roi et quel genre de pouvoir? Et pour moi, c'est vraiment le paradoxe un peu évangélique. C'est la puissance des impuissants. Alors, pour revenir à parole et écoute, c'est un pouvoir fondé sur l'écoute en particulier, de ceux qui n'ont jamais la parole. En fait, voilà sur quoi se fonde la puissance du Christ. C'est-à-dire écouter ceux que personne n'écoute. C'est-à-dire plutôt la veuve pauvre que le riche que tout le monde écoute, plutôt la prostituée que le pharisien qui a la respectabilité, plutôt les pauvres que les riches, plutôt les étrangers que les locaux, plutôt même le centurion romain ou le collecteur d'impôts, c'est-à-dire des traîtres à la nation juive, que la nation elle-même. Donc plutôt les exclus que les inclus. Et en gros, il y a l'idée qu'on peut constituer une puissance là-dessus, une puissance paradoxale, dire la puissance des pauvres, la puissance des impuissants. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est le mot peuple. Du coup, c'est un peu la même chose. Le peuple, c'est toujours un peu difficile à définir. Mais on pourrait dire, si on le définit comme celui qui subit le pouvoir, à ce moment-là, oui, le christianisme, c'est le pouvoir du peuple, dans le sens, le pouvoir de tous les exclus. Alors, ça nous amène assez directement à la question de l'éthique et de l'exercice du pouvoir lui-même. Et il semble que les évangiles posent un certain nombre de principes en matière éthique. Guillaume, puisque vous étiez avec le micro, est-ce que vous pouvez développer sur les principes de fonctionnement démocratique, si ce n'est pas les institutions, qu'on peut ressortir de l'évangile? Alors, j'ai une phrase que je voulais citer de l'évangile de Matthieu 20, 25. C'est Jésus les appela et leur dit: vous le savez, les chefs des nations tiennent les hommes sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, voire votre esclave selon les traductions.
Pour moi, ça c'est un principe éthique un peu fondamental, c'est-à-dire le pouvoir, à savoir l'argent et la capacité de domination, ne justifie pas de prendre des décisions. C'est ça pour moi le principe évangélique. Ce n'est pas parce qu'on possède du pouvoir qu'on est légitime à prendre des décisions. Et du coup, qui est légitime à prendre des décisions? Eh ben, en fait, c'est un peu bizarre du coup. Qui? Ceux qui n'ont pas le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu, un peu un mystère. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en dessous de ceux sur qui on exerce le pouvoir. Donc, leur donner en fait la décision. Je prends un exemple puisque je suis au CCFD. Le CCFD a des partenaires dans le monde entier. Et on pourrait dire le CCFD du coup aide financièrement, donc il a un pouvoir sur ce qui est fait dans les différents pays où il aide. Mais justement, le CCFD refuse de faire ceci. Il dit non, nous n'aidons pas, nous ne faisons rien. Ce sont les personnes des pays qui elles-mêmes font. Nous, ok, on est des partenaires, pas plus que ça déjà. Même pas des gens qui aident, simplement des partenaires. Ça veut dire qu'on renonce à exercer un pouvoir de direction sur ce qui est fait. En fait, les gens vont s'autodiriger. On va donner le coup de main. Donc, du coup, c'est comme si on va se mettre en dessous de ceux qu'on aide. Donc, est-ce qu'on aide encore? Je ne sais pas vraiment. Et pour moi, ça, c'est l'éthique évangélique. C'est on va dire un pouvoir très paradoxal. Et si je peux encore parler un tout petit peu, j'aurais aimé citer une philosophe qui est Hannah Arendt, qui dit quelque chose de très fascinant, je trouve. Elle dit ceci, elle dit la puissance nécessite le grand nombre. Pour moi, c'est assez évangélique comme idée. Je voudrais expliquer. Elle dit même un roi, s'il n'a pas de soutien populaire, il a plus tellement de puissance. Du coup, s'il n'a plus de soutien populaire et qu'il veut vraiment faire ce qu'il veut faire, il va utiliser la contrainte, donc de la violence. Mais plus il utilise la contrainte, moins il aura de pouvoir, puisque les gens le détesteront de plus en plus. Donc du coup, il sera obligé d'augmenter son niveau de contrainte. Et donc, en fait, d'augmenter son niveau de violence. Et donc, la domination, elle est prise dans une autodestruction, en fait. Plus on domine, plus on est obligé d'être violent, moins on est aimé, moins on est soutenu, donc plus on est obligé d'être violent, donc moins on est soutenu, donc plus on est obligé d'être violent. D'une certaine manière, c'est peut-être ce cercle vicieux, il a atteint sa forme ultime dans le totalitarisme. Où à la fin, pour garder un pouvoir qui n'était plus un pouvoir, puisqu'il n'y avait plus aucun soutien populaire, il n'y avait qu'une seule solution, terreur. Terroriser sa propre population. Et du coup, ça s'appelle plus de la puissance, en fait, c'est de l'impuissance qui se maintient par la violence. Et donc, Hannah Arendt, elle va dire c'est l'inverse. La vraie puissance nécessite en fait l'absence de violence, paradoxalement. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très évangélique là-dedans, une puissance réellement populaire, ça va être une puissance paradoxale qui se soumet à ce qu'elle est censée diriger. Marie-Claire Faber. Oula, ça va être dur. Alors vous me permettez, je retombe un petit peu au ras. Ce qui me frappe dans la Bible ou dans l'Évangile, c'est que la figure de l'étranger est omniprésente. C'est pas un petit à côté comme ça qu'on croise de temps en temps. Déjà, l'histoire du peuple de Dieu avec cet exil en Égypte, avec cette connaissance de l'oppression, ça va être quelque chose qu'on va retrouver ensuite quand il est redit au peuple de Dieu, tu n'oublieras pas ce qui t'est arrivé, tu n'oublieras pas que toi-même tu as été étranger. D'ailleurs, par ricochet, il n'y a pas de meilleure expérience que d'être soi-même étranger quelque part, parce que ça apprend à se décaler de tout ce qu'on pense être la norme de nos fonctionnements, de nos habitudes, etc. Donc, être étranger, c'est à la fois l'autre qui vient vers moi, mais c'est moi qui suis étranger vis-à-vis de l'autre quand je ne suis pas étranger vis-à-vis de moi-même, d'ailleurs, parce que ça, c'est un autre champ, mais on pourrait en dire beaucoup.
Donc il y a vraiment aussi, derrière la figure de l'étranger, dans la Bible et dans l'Évangile, il y a la figure de l'hospitalité. Comment on accueille... alors, ce qui est compliqué dans l'Évangile, comme pour l'Évangile et la démocratie, c'est que on est appelé, on est interpellé, puis clairement, mais on n'a pas le mode d'emploi, mais on n'a pas la feuille de route, mais personne nous dit il va falloir plutôt accueillir comme ci, comme ça, ou effectuer les choses de telle ou telle façon. Ça veut dire qu'en gros, le boulot, c'est nous qui avons à le faire. Quand je dis nous, c'est à la fois chacun dans un discernement personnel, qu'est-ce que je peux faire jusqu'où, ne jamais aller au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire, en tout cas, et puis de discernement collectif ensemble, parce que là, c'est une force supplémentaire. Mais vraiment, moi, je perçois la parole de Dieu comme quelque chose de terriblement inconfortable. Il y a parfois des gens qui me disent « Oh, qu'est-ce que ça doit être bien de pouvoir être croyant !» Je ne sais pas, moi, je trouve ça pas confortable du tout, parce que quand on nous propose de vendre tous nos biens, je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit. Quand ça nous traverse l'esprit, on n'est pas très à l'aise quand même. Hein. Bon, bref, enfin, moi en tout cas. Donc c'est pas confortable. Mais c'est vraiment interpellant et on ne va pas pouvoir se dérober facilement à ces questions-là. Il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, je pense à une petite anecdote. C'est toujours à Metz, évidemment, une personne qui était très engagée dans l'accompagnement juridique des personnes déplacées, qui me dit « Mais je ne comprends pas, dans l'Église, quand il y a des textes, quand il y a des encycliques, c'est d'un compliqué, c'est opaque. » Et il me dit « Mais j'ai l'impression que... » Alors il parlait du pape François, mais j'ai l'impression que là, quand le pape dit quelque chose au sujet des étrangers, mais c'est clair, mais c'est limpide, mais on comprend ce qu'il dit. Et là, vous dites, c'est intéressant hein, quand c'est des personnes athées qui vous disent ça. Ah, mais là, il y a une parole limpide. Et là, vous dites, oui, c'est limpide. Ok. Et comment on s'en saisit personnellement, collectivement. Hein. Jamais naître dans quelque chose uniquement personnel. Hein. Toujours relié à d'autres dans l'action. Jacques Millon, Guillaume Dezonnet disait tout à l'heure qu'au CCFD, on ne faisait rien. Enfin, c'est sa méthode de dire les choses, en tout cas, on faisait confiance. Vous qui avez été fonctionnaire, à nouveau, je m'excuse de vous enfermer dans cette image, quand même, le contrôle, c'est important en démocratie. Oui, et il fonctionne très bien, le contrôle. Il y a des organismes multiples pour ça, et notamment la Cour des comptes, le Conseil d'État. Mais le contrôle n'empêche pas le fonctionnement des institutions, et c'est là où on revient quand même toujours à la perception à travers la télévision, etc., les réseaux sociaux, de ce qui se passe et de la réalité. Je crois que c'est ce décalage qui crée le malaise aujourd'hui. C'est qu'en fait, lorsque vous regardez le travail effectif qui a été fait et les débats à l'Assemblée, c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi ? Parce que justement, il y a la télévision qui est en train de filmer les élus. Et du coup, les élus ne se comportent pas du tout comme ils se comportent quand ils travaillent. Ils se donnent en spectacle. Et donc, on a un spectacle qui, effectivement, n'est pas toujours très glorieux, très prouvant un véritable fonctionnement normal. Mais si on va voir le réel travail qui est fait, c'est complètement différent. Je crois que ça, c'est important de réaliser. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur ce qu'on pourrait faire pour expliquer le fonctionnement des institutions aux vieux comme aux jeunes, d'ailleurs, parce que les vieux ne connaissent souvent pas beaucoup plus que les jeunes le fonctionnement des institutions, et en particulier le fonctionnement d'une institution que tout le monde critique, c'est l'Union européenne. Hein, on n'en a pas, je ne crois pas que le mot ait encore été prononcé. Il faut quand même savoir que énormément de décisions que l'on n'arrête pas de critiquer viennent de l'Union européenne. Et si elles viennent de l'Union européenne, c'est que nous, démocratie française, on a délégué à l'Union un certain nombre de décisions. Donc il ne faut pas, j'allais dire, être hypocrite aussi dans nos critiques. Si on critique les pouvoirs publics, le gouvernement français, etc. Alors qu'en fait, c'est l'Union européenne qui a pris ces décisions. Et cette fois-ci à 27. La France, c'est une voix sur 27. Bon, avec des proportions, bien sûr.
Bon, donc ça montre bien qu'on a, aujourd'hui, on est arrivé à un point de complexité des institutions qui fait que sans connaître la clé, sans connaître la façon dont tout ça fonctionne, en fait, on est perdu et du coup, des réactions, j'allais dire, simplistes de négation, de critique, etc. Et donc, c'est pour ça que je pense que la scolarité, des cercles d'information devraient se développer pour nous informer sur deux choses. D'une part, je crois que si on connaissait déjà beaucoup plus les cultures de nos pays, des 26 pays européens, autres que la France, ça ferait du bien à l'Europe et on aurait des jugements moins tranchés sur tel ou tel sujet, parce qu'on comprendrait pourquoi la Pologne a telle opinion en raison de son histoire, etc. Ou un autre pays, évidemment. Et puis deuxièmement, bien connaître nos propres institutions et ne pas les critiquer trop, s'engager dans ces institutions. Je crois que c'est là où commence la véritable éthique, au sens, c'est s'engager et à ce moment-là comprendre. Quand un maire réalise que ça veut dire simplement faire fonctionner un conseil municipal, mais je peux vous dire qu'il y en a certains qui vont se dire « Mon Dieu, pourquoi j'ai accepté d'être maire ?» Parce qu'effectivement, c'est comme toute institution, c'est des règles, c'est écouter, c'est etc. Mais... Comment, parliez tout à l'heure de l'Union européenne, peut-être un des éléments, c'est quand même que plus la démocratie est loin des gens, moins elle est comprise, évidemment. Et je voudrais revenir à l'Évangile. Jésus, il avait une petite troupe de disciples. Comment est-ce qu'il l'a gouverné? Est-ce que c'était vraiment démocratique? C'est peut-être pas tout à fait la comparaison possible, parce que... Mais quand vous dites l'éloignement, oui, c'est ce que j'ai dit au début, je crois que l'éloignement est un très mauvais conseiller, parce que du coup, on juge avec des critères qui n'en sont pas. Et c'est pour ça qu'un pays déconcentré est un pays beaucoup plus démocratique. Parce que déjà, on comprend mieux au niveau local les choses, parce qu'on peut les voir de près, on peut en parler avec les interlocuteurs, etc. Et dès qu'un pays n'est plus déconcentré, effectivement, très vite, on a des jugements un peu catégoriques qui sont des jugements faussés. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Je crois que c'est une des raisons du fait que beaucoup de personnes pensent et critiquent et se disent finalement l'autoritarisme c'est peut-être pas mieux que la démocratie. C'est peut-être pas moins bien pardon, que la démocratie. Marie-Claire ou Guillaume, Jésus, il laissait ses disciples, éventuellement, je vais revenir là-dessus, faire des bêtises. Il a laissé Pierre le renier, etc. Donc ça revient à votre absence de contrôle. Comment vous l'interprétez? Eh bien, oui, ça revient en effet à l'absence de contrôle. Je pense qu'il a mis en pratique sa théorie de la puissance, puisque, en fait, il renonce à la puissance, tout simplement. C'est vraiment, donc dans la phrase de Paul au sujet de Jésus, c'est « il s'est anéanti ». C'est-à-dire il a renoncé à sa puissance, et en effet, il s'entoure de 12 bras cassés, ça tombe bien. C'est la mise en application, c'est pour ça que je suis tombé en vélo, en fait. Mais il s'entoure de bras cassés, plutôt que d'exercer le pouvoir. Donc c'est marrant, à qui en effet, il n'impose aucune contrainte. Alors c'est vrai qu'il les enseigne, etc., mais aucune contrainte, avec même la liberté sans cesse de partir. C'est-à-dire, quand il commence à dire des choses un peu bizarres, il dit « Vous voulez partir aussi? Si vous voulez partir, partez ». En fait, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas une once de contrainte de sa part. Et du coup, je trouve ça intéressant, non seulement qu'il s'entoure de gens, mais aussi, ça veut dire que l'interprétation réactionnaire selon laquelle le royaume de Dieu consisterait à mettre un roi qui serait un lieu tenant, celui qui tient lieu de Dieu, est complètement anti-évangélique. Puisque, en fait, Jésus ne prend pas le trône de David. Il laisse le trône vide. Et à la place, après l'âge du Christ, vient l'âge de l'Esprit, c'est-à-dire il répand le pouvoir, en fait. Au lieu de dire, moi je prends le pouvoir, non, je le répands dans des communautés. Et ces communautés, c'est à elles, plus ou moins, de gérer ce pouvoir collectivement, avec le statut qui nous est donné d'intendant. L'intendant, ça veut dire propriétaire du pouvoir. Dieu n'est pas là. Il laisse quelqu'un d'autre gérer à sa place. Donc il renonce en fait à la puissance pour que la puissance soit exercée par nous. Et du coup, ça veut dire aussi que
on doit faire une sorte d'effort d'imagination, de réfléchir quelle est la meilleure manière d'exercer le pouvoir. Et ça commence dès le début, en fait, les actes des apôtres. Le trône est vide, il n'est pas pris par un chef nouveau, mais au contraire par la communauté des frères, donc et non pas un père. Donc la communauté des frères, qui commence par faire quoi? Par renoncer à leur pouvoir. C'est-à-dire les riches mettent leur richesse en commun, qui sont réparties et gérées pour le bien de tous. Donc en fait, c'est une renonciation au pouvoir pour créer une nouvelle forme de pouvoir collective. Quand on dit que le règne, la puissance et la gloire, c'est tout ce qu'on ne doit pas chercher individuellement. Pas de règne individuel, pas de puissance individuelle, pas de gloire individuelle. Par contre, un règne collectif, le règne des frères. Oui, la puissance collective, oui. La gloire collective, pourquoi pas si on fait des belles institutions. Donc voilà comment je comprends la pratique du pouvoir de Jésus. Marie-Claire Faber, est-ce que c'est un appel à l'engagement associatif, justement? C'est-à-dire, plutôt que d'essayer d'imposer les choses par le haut, donc par la politique, d'imposer par le bas, par le militantisme au quotidien, par l'action concrète au travers des associations. Les associations, c'est un élément central du monde démocratique. En tout cas, c'est déjà un lieu d'engagement en proximité avec des réalités. Quelle que soit la nature de l'ancrage associatif, on ne tombe pas dans une association par hasard. Il y a une rencontre avec des personnes, avec des réalités, etc. Et on fait le choix de rester au plus près de ces réalités pour transformer quelque chose. Alors évidemment, on va pas sauver... parce que ça, parfois, c'est un petit peu le défaut, j'ai trouvé, peut-être, dans l'Église. On a un peu cette image du Christ sauveur, alors parfois, on pourrait avoir la tentation d'endosser le costume du sauveur. Ben non, on ne va pas sauver grand-chose, mais en tout cas, on va faire en sorte que nos engagements commencent par nous rendre plus humains, nous-mêmes. Et puis, voilà, tout au début, quand j'ai commencé à mouiller un peu la chemise, au moment justement où il y avait vraiment des situations un peu conflictuelles à Metz avec ces camps qui s'étendaient, j'avais l'impression, alors là, de ne rien faire, enfin une goutte d'eau dans un océan, mais je me disais au moins, je peux me regarder un peu dans la glace en me disant tu restes humaine au milieu de ce qui se passe. Donc il y a nous sommes appelés chacun à plus d'humanité. Alors on y va petit pas par petit pas, c'est pas forcément glorieux, mais et on n'y va pas tout seul. On y va parce que d'autres nous entraînent, nous épaulent, nous encouragent. Enfin, je pense que ça c'est aussi la réalité. D'un engagement associatif, mais vu un peu de l'intérieur, comment ça me construit, comment ça engage d'autres à mes côtés également. Alors, sur ce point, Jacques Guillaume, si vous avez quelque chose à dire. Je pense à un instant au Christ lavant les pieds de ses disciples. Quand on visite des détenus, quand on visite des personnes âgées, quand on visite des pauvres, mais c'est la même attitude qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'on ne doit surtout pas venir en dominateur. Et moi j'aime bien dans la Société Saint-Vincent-de-Paul, il y a un principe qui est que lorsqu'on va visiter quelqu'un, on prend la peine, avant de le rencontrer, de prier. Justement, pour ne pas se trouver dans une situation qui est la situation, j'allais dire, quasi automatique, de domination. Hein, on va dominer la personne parce que nous on est riche, riche entre guillemets, on n'a pas de soucis, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa santé, etc. Alors qu'au contraire, il faut se mettre en dessous de la personne pour que la personne se sente respectée, honorée, et du coup elle puisse s'exprimer. Sinon, elle ne s'exprimera pas. Hein. Et parfois, on peut avoir le sentiment, en quittant la personne, de dire mais à quoi ça a servi? Mais oui, ça a servi que la personne se soit exprimée, qu'elle se soit sentie pendant 1 heure respectée. C'est tout. Et je crois que parfois, c'est pas très clair. Le sens du lavement des pieds, on se dit mais pourquoi a-t-il fait ça? Mais oui, mais je crois que c'est ce à quoi on est destiné chacun. Comme l'a dit, vous l'avez dit il y a une seconde, on ne va pas résoudre les problèmes de tous les immigrés, de tous les réfugiés, etc. Par contre, le simple fait d'en écouter quelques-uns, le simple fait d'écouter quelques détenus,
Oui, on a commencé à montrer que le royaume de Dieu sur la terre, ça existe. Voilà, je crois que c'est ça qui est très important. Alors, puisque vous avez le micro et que vous êtes attaché à cet aspect-là, on va peut-être vous demander de témoigner en premier sur la question de la formation. Une démocratie ne peut fonctionner qu'avec des citoyens formés, informés et capables de participer activement à la vie démocratique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a perdu, peut-être, pour l'éducation de l'ensemble des citoyens, de façon à permettre un bon fonctionnement de la vie démocratique? Je crois qu'il y a une première chose je trouve qu'on a perdu, c'est simplement l'écoute mutuelle, de savoir s'écouter, écouter ceux qui ont plus d'expérience que moi, écouter... Alors on en disait autrefois, il fallait se tenir bien devant une grande personne, se taire, etc. Alors c'était mal dit, mais je pense que ça avait un sens, au sens que la personne qui a 10, 20, 30 ans de plus que nous, elle a un minimum d'expérience de plus que nous, de toute façon. Donc elle a peut-être des choses à me dire, ou j'ai des choses à entendre d'elle, c'est quand même pas complètement idiot. Hein. Bon, alors ça peut être plus ou moins important ce qu'elle a à me dire, mais bon, elle a de toute façon quelque chose à me dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, je crois que dans ce que j'ai dit à plusieurs reprises, si on n'apprend jamais comment fonctionne notre environnement, on ne risque pas de le comprendre un jour. Donc, je crois que c'est quand même très important que ce soit, je ne sais pas si c'est à l'Éducation nationale de le faire, je ne sais pas si c'est à des associations, je ne sais pas si c'est aux parents, enfin peu importe, mais il faut qu'un jour ou l'autre, chacun d'entre nous ait eu l'occasion d'entendre le fonctionnement de son environnement, et pas que son environnement botanique ou agricole, mais aussi l'environnement sociopolitique. Actuellement, on parle beaucoup, et c'est très bien, moi je suis naturaliste de formation, donc je suis très attaché à la nature, mais je crois qu'aussi, c'est quand même pas bon quand on ne sache pas comment fonctionne notre environnement collectif de notre société. Hein, comment peut-on avoir des réactions équilibrées si on ne sait pas comment ça marche? Je crois que, donc il faut réinventer probablement la façon dont on peut apprendre à chacun les clés du monde dans lequel on vit. Alors, le monde local, le monde régional, le monde départemental, le monde européen. Je crois que tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, les clés, je vais vous faire poursuivre, les clés de l'organisation de notre société, mais aussi peut-être les clés de l'apprentissage, comment dire, de comportement de chacun dans la vie collective, c'est-à-dire, et là c'est un point auquel le père Denis Trinet tient beaucoup, qui est que on a chacun notre responsabilité, en citant par exemple l'appel du pape François à faire pression sur les gouvernants pour que la COP 30 à Belém puisse aboutir à quelque chose. Donc, la démocratie représentative consiste à déléguer son pouvoir pour partie, mais il ne faut pas le lâcher complètement. Et il faut peut-être former des citoyens, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus, à ne pas lâcher l'affaire et à continuer à s'engager, même en ayant laissé une partie de son pouvoir à des représentants. Ah bah, ça, c'est pour ça qu'il y a des associations. Et je rappellerai que la loi sur les associations fait partie maintenant de notre Constitution. Donc c'est quand même important de penser que ce droit est un droit fondamental. Donc effectivement, c'est à chacun d'entre nous, en fonction de ce à quoi il s'intéresse particulièrement, de s'impliquer dans le mouvement associatif. C'est pas toujours facile de diriger une association, hein. Ça peut être même très compliqué et parfois créateur de difficultés pour le président de l'association. Mais c'est important, parce qu'effectivement, ça permet aux élus, aux responsables, d'entendre la voix de personnes qui, peu à peu, deviennent compétentes. On entendait encore parler ce matin de l'ACAT, par exemple, pour lutter contre la torture, mais ça peut être aussi lutter contre telle ou telle difficulté, le mal logement, etc. Donc, effectivement, tout ce qui est action des citoyens n'est pas du tout concurrent de l'action des élus, c'est complémentaire. Marie-Claire Faber, on va dire éducation à la démocratie et formation et responsabilité individuelle.
Alors, on a déjà évoqué un peu le rôle de l'engagement, des petites choses, des petits pas que l'on fait. Et je pense qu'il y a un rôle, et c'est quelque chose qui s'apprend et que l'on n'a peut-être pas suffisamment diffusé dans l'éducation, c'est comment on interpelle, comment on investit un rôle de plaidoyer par rapport à une cause, quelle qu'elle soit, pour pouvoir avoir la possibilité de se faire entendre. Guillaume disait tout au début, je ne sais plus à propos de quel problème tu disais, c'est des problèmes structurels. Parce que très souvent on se dit telle personne a tel problème, telle personne, je m'aperçois et on a l'impression que les problèmes sont individuels. Or là aussi je me suis rendu compte très souvent qu'en fait par rapport par exemple à des personnes qui n'arrivaient pas à renouveler à temps leur titre de séjour et donc se retrouver en situation de non-droit temporairement, c'était pas juste le hasard ou un petit blocage qui concernait une personne, c'était réellement un problème structurel qui faisait qu'il y avait un réel soit retard dans le traitement des dossiers, soit une impossibilité, enfin des blocages au niveau du site dédié de la nef pour déposer des papiers, etc. Donc il y a des problèmes structurels. Et sur ces problèmes structurels, sur des problèmes collectifs, il faut pouvoir agir globalement, en mode d'interpellation. Et je ne sais pas effectivement comment, enfin si j'imaginais une éducation à la citoyenneté, c'est un petit peu une éducation à comment on rentre dans une action collective de plaidoyer. Je pense à une démarche de travailleurs sociaux au Canada qui sont donc aux côtés des personnes les plus démunies, qui dépendent vraiment de minima sociaux, et qui leur apprennent en fait à... j'arrive pas à trouver le mot, il me fuit, mais c'est vraiment porter une revendication, c'est ça en fait. Alors, moi quand j'ai rencontré ça c'était plus dans le champ professionnel, des travailleurs sociaux qui travaillent avec les plus exclus pour leur apprendre à revendiquer. Faites ça en France, vous perdez votre poste tout de suite, hein, je vous le dis. Mais c'est intéressant de voir, au-delà des termes, quelle est la démarche, là encore. Et peut-être qu'il y a des choses dont on est un peu dépourvu, parce que ça ne fait pas partie de notre ADN, ça ne fait pas partie de notre culture, ni de notre formation à la base. Alors bien sûr, on fait comme tout, on apprend en marchant, puis on apprend en le faisant. Là, c'est pas... Voilà. Guillaume Dejeuner, sur le même sujet. En fait, je pense que le mot central pour moi, c'est responsabilité dans cette affaire, et que, en effet, la meilleure manière de former à la démocratie, à la pratique démocratique, à mon avis, c'est de donner des responsabilités à des groupes. Et il se trouve que dans l'Église catholique, on a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunesse où on apprend la responsabilité collective. Le scoutisme, la JOC, la GEC, etc., toute l'action catholique. C'est pas pour rien qu'il y a plein de chrétiens qui après s'engagent dans les associations et dans les institutions. Enfin, ça vient de là en fait. Donc pour moi ça c'est très puissant, tous ces mouvements où on apprend à agir ensemble. Et en plus ça produit la joie, une joie énorme en fait. C'est quand un groupe donne naissance à quelque chose qu'il a inventé, ça produit la joie. Anna Arendt elle dit c'est comme un miracle, c'est la création d'une nouvelle chaîne causale, donc il y a un côté miraculeux dans l'action collective. Je trouve que c'est intéressant. Et après cet échelon-là, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative, justement pour dire la démocratie représentative ne suffit pas, la démocratie directe c'est un peu compliqué mais c'est intéressant, et entre les deux il y a la démocratie participative, c'est-à-dire donner des responsabilités à des citoyens lambda. Et en fait il y a eu récemment des expériences en France, qui étaient la Convention citoyenne sur le climat et la Convention citoyenne sur la fin de vie. Ce sont des citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont été à la fois formés sur les enjeux et qui après on leur a donné la responsabilité de proposer des lois. Ce qui m'a fasciné, c'est de regarder simplement avec les vidéos la joie collective qui se dégage à la fin de ces expériences. Les gens ont adoré faire ça. Malheureusement, ce qu'ils ont proposé n'a pas été étudié, ou très peu. Et donc du coup, ça risque de créer un effet un peu de dégoût,
mais je pense que dans ces expériences-là, on a touché quelque chose du doigt qui pourrait être largement répandu. On peut très bien imaginer que les communes le pratiquent, que les régions le pratiquent, etc. Et je voudrais finir peut-être sur un point, c'est un projet qui actuellement est porté par la Confédération paysanne et d'autres associations, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Je trouve que c'est un projet qui est intéressant et qui est vraiment étudié, parce qu'il propose justement une sorte de responsabilisation locale de nos pratiques agricoles et alimentaires, en disant on va faire des groupes citoyens qui vont être payés pour ça, en tout cas qui vont indemniser pour ça, qui vont travailler sur un bassin agricole pour choisir qu'est-ce qu'ils veulent conventionner comme type d'agriculture, comme type de magasin. Et du coup, on va en fait donner la main à des citoyens plutôt que de le gérer d'en haut, un peu sur le modèle des caisses de sécurité sociale, mais en plus délocalisé. Et les caisses de sécurité sociale maintenant sont gérées plutôt par l'État que par les syndicats, alors qu'au début c'était vraiment plutôt par les représentants des travailleurs. Là, ça serait sur le modèle des anciennes caisses de sécurité sociale en local. Je trouve que c'est une idée démocratique fascinante. Alors, on va peut-être conclure par un dernier sujet qui est la question de la liberté de conscience et de la séparation entre l'Église et l'État. Et donc, voilà. Et je voudrais aborder ce sujet avec une question toute bête qui est de quel droit est-ce que l'Évangile se mêlerait de notre vie démocratique? Jacques Millon, peut-être? Je crois que les choses sont claires, effectivement. Je vais dire heureusement, l'Église et l'État sont séparés, c'est très bien. Il faudrait dire les Églises et pas l'Église, ou les religions et l'État. Mais ça n'empêche pas, et je crois que c'est vraiment très souhaitable, qu'un maximum de chrétiens justement réfléchissent, participent aux élections. C'est peut-être un déficit qu'il y a aujourd'hui, j'en sais rien, je ne vais pas aller faire des enquêtes là-dessus. Mais je pense que ça fait partie de la responsabilité d'un chrétien de s'investir dans la société. Et quand le Christ dit « rendez à César ce qui est à César », ben oui, justement, Christ ne dit pas ce que César doit faire, mais ça n'empêche que nous, on doit essayer de participer à l'organisation des pouvoirs publics, au fonctionnement, etc., pour défendre ce qu'on peut penser sur la fin de vie, sur la décentralisation, sur les droits des étrangers, etc. Je pense que s'il y avait peut-être un petit peu plus de gens vivant de l'Évangile dans les institutions, ben ça changerait peut-être certaines choses. Il y a peut-être certains points de vue qui seraient mieux exprimés. Je ne dis pas que ça changerait la majorité, mais on entendrait parler clairement de certains points de vue, ce qui n'est pas peut-être toujours le cas. Marie-Claire Faber? Je m'interroge toujours un peu sur le lien entre politique et foi. Alors autant j'entends que, et je crois vraiment qu'en tant que chrétien, on ne peut pas rester inactif, autant je me dis, la foi n'a pas à être récupérée par une organisation politique, bien sûr, plus qu'une autre. Et en ce moment particulièrement, je suis un peu en méfiance, peut-être, par rapport à une forme de christianisme identitaire qu'on va retrouver justement dans certaines tendances politiques. J'ai l'impression, je suis sûre qu'en fait, que chaque fois qu'une religion a été récupérée par un pouvoir, c'est dévoyé. Donc je pense que là, on a aussi besoin de rester vigilant, c'est-à-dire pouvoir s'engager en tant que chrétien, oui, que ce soit dans des associations avec cette étiquette chrétienne ou pas, peu importe, ça n'a aucune importance, et puis que ces engagements doivent continuer à être le reflet de notre diversité de sensibilité, d'histoire, voilà. On a là quelque chose qui est très difficile à faire tenir ensemble, bien sûr, mais c'est vraiment le défi, pour moi, aussi de l'Évangile. Guillaume? Bon, je suis d'accord avec ce qui a été dit.
la laïcité comme neutralité de l'État, c'est très bien, ça évite justement que l'État s'immisce dans les affaires des religions et instrumentalise aussi les religions pour l'exercice du pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a une pente comme ça qui pourrait se déclencher, en tout cas qui est largement déclenchée en Hongrie, en Russie, aux États-Unis, et du coup, il faut quand même faire attention. Et après, bon, moi je trouve que la liberté de conscience est très évangélique, pas de contrainte en religion, comme dit le Coran. Plutôt que c'est une sourate du Coran, mais en tout cas, moi je perçois la foi plutôt et l'évangile comme une source cachée. Du coup, la source c'est toujours caché. Donc voilà, ça concerne chacun. Après, les fruits sont visibles, et les fruits c'est collectif, etc. Mais c'est une source cachée qui en effet est très puissante, je pense. Merci beaucoup à vous trois. Il est 16h16, c'était prévu de finir à 16h15. Vous êtes remarquables. D'autant que vous avez... D'autant que vous avez largement développé quand même au point de vue, donc c'était passionnant. Alors, juste une petite indication. Peut-être certains d'entre vous sont encore un peu frustrés et voudraient plus. Et donc, vous pouvez poser des questions. On vous propose de les poser par écrit. Je ne sais pas s'il y a eu des papiers qui ont été prévus. Oui, c'est bon. Donc, de les poser par écrit. On va faire une petite pause d'1 quart d'heure pendant laquelle les questions seront rassemblées par thématique et on les adressera donc aux 3 conférenciers qui pourront donc répondre aux dernières questions auxquelles ils n'auraient pas déjà répondu. N'hésitez pas à demander un papier et un crayon.